Allô, ouais, salut Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la Boétie. Parce que, Étienne de la l'écrivain Boétie. Étienne de la Boétie, écrivain surdoué, qui a écrit Discours de la servitude volontaire, je crois, à 15 ans, ami de Montaigne. Bon, il y a des théories qui disent que en fait, la Boétie, en fait, c'était Montaigne qui écrivait, mais que la Boétie est fictive. Mais on ne sait pas. Mais voilà. On Je va ne pas. sais pas C'est pas le sujet de sincèrement. c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien parce que ça me frappe vraiment. Oui. J'aime bien rappeler l'époque, la date de publication de ce discours. 1576. 200 ans avant la Révolution américaine, et donc la nôtre, Mm. et plus de 400 ans depuis aujourd'hui. Hein. Il y a 400 ans, un jeune garçon, parce il est plus ou moins adolescent à l'époque, Oui, 15 ans, oui, 15 ans. a compris le fonctionnement de l'État d'une manière telle qu'elle est encore applicable aujourd'hui. Je tiens mon chapeau. Ouais. Et donc, pour parler de ça, je voulais partager une interview que j'ai vue récemment de Raphaël Enthoven, dont on n'est pas forcément particulièrement Non, je ne euh, peux pas dire que je lis ce adepte, monsieur tous les jours. mais l'interview avait le mérite voilà, de Oui, remettre en avant le personnage d'Étienne de la Boétie, le discours de la oui, servitude volontaire. Tu vois l'écran? oui. Oui, ouais, très bien. Ok, bah, je vais commencer la vidéo. Professeur de philosophie, parce que Oui. là, vous évoquez des questions majeures, mais en amont, vous l'évoquez, la question, c'est aussi l'éducation de la population et sa capacité à ne pas être dans la lâcheté. Oui. Et est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'on devrait, je ne vais pas dire rendre obligatoire parce qu'on n'est pas en Corée du Nord, mais un ouvrage très peu lu en terminale et jamais quasiment au bac, ni même, je crois, au concours d'enseignement, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie, qui est quand même, à mon sens, aujourd'hui, universel et de tout temps pour qualifier précisément le monde dans lequel on est. Et en particulier avec les réseaux sociaux qui nous rendent des esclaves. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous, en fait. C'est un texte majeur. Il faut quand même rappeler aux gens que c'est un texte que la Boétie a écrit à 16 ans. Il a commencé à l'écrire à 15 ans et demi. Il a fini à 16 ans. C'est un texte dont la thèse est très simple. Hein. C'est de dire qu'il n'y a pas de tyran sans esclave. Il observe qu'un tyran n'est fort que de notre faiblesse et qu'à l'instant où l'on cesse de vouloir lui obéir, alors le tyran tombe. Et c'est un texte qui met à jour tous les mécanismes de la soumission volontaire. Et en somme, c'est une phrase de Spinoza, ces gens qui combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté. Or, c'est exactement à ça qu'on assiste quand on assiste à des phénomènes communautaires. Ce sont des gens qui croient combattre pour leur liberté, alors qu'en réalité, ils combattent pour leur servitude et l'enfermement dans une identité. Donc, effectivement, c'est le texte à lire, mais c'est un texte qu'il faut lire avec le filtre d'un pédagogue. Tout à fait, il faut un enseignant. Il faut quelqu'un qui serve de guide, d'abord parce que c'est un texte assez bref, mais il y a des passages un peu emmerdants, il faut le dire quand même, et ça, il faut bien les surmonter, et ils ont leur richesse aussi. Et puis, c'est un texte surtout dont les si vous voulez, toute personne qui se couche en amont du danger trouve son reflet dans ce texte. Oui, mais alors justement, les Français aiment-ils la servitude ? Eh ben oui. Non, parce que quand il parle de servitude volontaire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas d'un désir d'être soumis. Oui. Il parle de l'illusion de se libérer alors qu'on se soumet au carré. Exact. Et donc, vous parlez aux Français, ils vous diront mais pas du tout, j'aime la liberté, je revendique la liberté, je suis un peuple libre, etc., etc. Reste que, il arrive bien souvent qu'on se persuade de combattre pour sa liberté, pour sa servitude, qu'on se persuade de combattre pour sa liberté, alors qu'en réalité c'est la servitude. Quelqu'un qui considère que s'il mange de l'hydroxychloroquine, j'en reviens à Didier Raoult, quelqu'un qui considère que s'il mange de l'hydroxychloroquine, pardon, j'en perds mes mots, il est immunisé contre le virus, alors qu'il sait... Ouais, on peut couper, là il part. Alors, c'est très intéressant cette interview et je pense que c'était bien pour tout le monde qu'on parle d'Étienne de la Boétie parce que ça reste une référence littéraire de la liberté sans égal, hein, eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dois dire qu'il en parle très bien, il a une analyse excellente, mais il y a un ou deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui et où je pense qu'il part en dérapage. Tu vois, c'est deux fois il fait l'assimilation de la soumission à celle d'une communauté. Alors je peux comprendre, je n'irai pas débattre sur ce point-là, mais par contre à aucun moment, il n'envisage la soumission à un État.
Alors, je pense que dans sa tête, après, il dérape sur la chloroquine. La chloroquine, et il fait une assimilation de Raoult à une communauté, ce que je trouve profondément stupide. Mais je suppose que quand il a parlé de communauté, on n'a pas vu toute l'interview, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait de l'islam derrière, il ne faut pas se tromper. Bon. Je pense que c'est un faux débat. J'ai pas envie. Je sais qu'islam veut dire soumission. J'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que pour moi c'est un cache-sexe. Parce que la vraie question qui nous intéresse à nous, c'est le discours de la Boétie. Il est par rapport à un tyran et donc il est par rapport à un État. Il n'est pas par rapport à une communauté. Le fait d'être français est une communauté, ce qui peut être une vraie question, effectivement. Et dans ce cas-là, il faut le dire en tant que tel, ce n'est pas lié à une communauté, c'est lié à la nation et surtout le pouvoir de l'État. Parce que moi, je l'ai lu et pour moi, je ne l'ai jamais vraiment compris comme faisant référence à des communautés. Je le comprends par rapport vraiment à un tyran, un État et les affidés du tyran. C'est qu'en fait, il y a le tyran et il y a en fait tous ces comment on dit, c'est pas les affidés, les féodaux, enfin les gens qui sont les sujets qui sont en dessous et qui obéissent au tyran. Oui, les sujets. Et on est en 1576, on est en pleine monarchie. Les questions de communauté ne se posent pas et quand on parle du tyran, on est en phase préalable aux Lumières. Il est évident que le tyran, c'est le roi. Donc, je ne suis pas un spécialiste d'Étienne de la Boétie, mais de par rapport à l'époque, oui, on ne voit pas trop. Par rapport à l'époque, par rapport à quoi d'autre, ça pourrait limpide. Oui. Exactement. Donc, l'argument qu'il emploie pour revenir sur une logique communautaire, je pense que ça se discute. Je pense que ce n'est pas blanc et noir, je pense que ça se discute. Mais surtout, ce que je lui reproche dans cette interview, alors qu'il a une analyse très fine, c'est de complètement occulter la vraie question qui est celle de l'État. Tu sais, c'est assez classique, malheureusement, dans beaucoup d'intellectuels de gauche aujourd'hui. C'est toujours le phénomène de la démocratie. On ne sait pas dépasser le problème de la démocratie. On pense que parce que justement on a dépassé la royauté et la monarchie, il n'y a plus de problème. D'accord ? Il n'y a plus de problème. On a sorti cette question-là. On a coupé la tête à Louis XVI. C'est bon, on a réglé la question une fois pour toutes. Maintenant, on est dans un État démocratique. Tout va bien. L'État n'est pas remis en cause. Et donc, quand on parle de soumission, ça ne peut être que communautaire. Non, monsieur, non. On se soumet malheureusement et on nous manipule pour nous soumettre à l'État démocratique. C'est tout le sujet et vous êtes passé à côté. Je pense. C'est souvent aussi ce qu'on peut voir chez certains libéraux de gauche, bon, j'aime pas dire libéraux de gauche, mais bon, du style Gaspard Koenig, où on a l'impression que pour eux, quand ils parlent de liberté, justement, ils ne parlent pas de là ce que tu dis, la liberté par rapport à un État, quelque chose, ils parlent de la liberté, je ne sais plus comment ils appellent ça, pas factuelle, ou la liberté de capacité, ou quelque chose. Enfin, ils la déportent sur un autre pan, un autre périmètre. Mais tu sais, on parle souvent de l'utilitarisme, c'est une variante. Il y a deux façons, effectivement, de concevoir la liberté, et les gens de gauche se trompent en général. Il y a moi, ce que j'appelle la liberté de capacité, on parle aussi de liberté positive. C'est-à-dire la capacité, c'est on est libre de faire quelque chose. Et donc la liberté positive, c'est celle où tu peux mettre un verbe. Je suis libre d'acheter, je suis libre de faire du sport. Tu vois, on associe un nombre infini de liberté à l'infinité des verbes et des actions que tu peux mener. Donc c'est la liberté de je peux ou je peux faire, au sens que j'ai la capacité et on me laisse faire cela. Malheureusement, la vraie liberté sociale, et non pas. Et c'est une vision très individuelle, paradoxalement, de la liberté, mais qui engage l'individu tout seul sans regarder les autres. Alors qu'en fait, nous, qu'on nous reproche d'être individualiste, je suis individualiste, mais je suis individualiste au sein d'une société. Et parce que je raisonne de cette façon-là, ça veut dire que moi, je respecte les autres pour être respecté moi-même. Donc, il y a cette bivalence. Et cette bivalence, tout de suite, c'est juste ma capacité à moi. Non, par contre, c'est le droit que j'ai moi et que je donne aux autres de faire ce qu'effectivement ils veulent faire. C'est très différent. Oui, et dans ce cas-là, la liberté du respect voilà. De la liberté. Et la liberté à ce moment-là devient négative parce que ma liberté est totale
sauf quand elle affecte les autres. Donc, j'ai le droit de faire ce que je veux, sauf, à la limite de, sans agression à les autres. Et je simplifie. Et ça, c'est la liberté négative, et c'est ça la vraie liberté. C'est je peux faire ce que je veux, mais à condition de respecter les autres. Et donc, oui, la vision qu'il a et la vision qu'ont beaucoup de gens de gauche par rapport à ça, c'est comme ils ont cette vision-là, ils oublient effectivement le droit cela, et en fait, ils prétendent vivre ensemble, mais en fait, c'est une accumulation de vivre individuel. Et le vivre ensemble, paradoxalement, est perdu, et on oublie que on est content à partir du moment où l'État me permet de faire ce que je veux. Mais non, parce que justement, nous le vivons aujourd'hui, que l'État nous permet de faire ce que je veux, ben, l'État, un jour, il ne permet plus. C'est ça le problème qu'on vit aujourd'hui. Cette vision de la liberté. Non ? Oui, non, mais je suis pas d'accord. Ah bah si, je suis d'accord. Enfin, c'est cette vision de la. Voilà, on sort de. Gauche, enfin, c'est limite, ouais, ce qu'on appelle les liberals aux États-Unis, sociaux-démocrates. Oui, c'est une vision social-démocrate. C'est une vision social-démocrate où on attend de la société qu'elle nous donne la liberté. J'aime à dire aussi, il y a une nuance que j'aime bien, on parle un peu, mais que j'aime bien, moi, c'est la différence entre le droit de et le droit à. Ouais. Le droit à, c'est on demande le droit d'avoir le droit à faire quelque chose, tu vois. Je demande à quelqu'un d'avoir un droit, alors que moi, quand j'ai le droit de, j'affirme le droit. Droit au logement, ça suppose que ce logement a été payé par quelqu'un, donc par le travail et les efforts de quelqu'un. Donc, exactement. Ça peut pas être le droit à, c'est il faut un État pour donner un droit. Le droit de, c'est j'impose mon droit aux autres et notamment à l'État. Ok. Des choses à rajouter sur la Boétie, à part qu'il faut lire le discours de la servitude volontaire, parce que c'est assez court et je pense que tout le monde a intérêt. Je pense que ce qui est remarquable, je ne suis pas un spécialiste, donc je le dirai avec humilité, mais je pense, moi, chaque fois que je prends des extraits, je prends ce qui est lumineux dans ce texte, c'est d'avoir vu que ce jeune homme ait su voir la fragilité psychologique du tyran, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il le dit, Endaven. Et ce qui fait phénoménal, c'est que c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que la fragilité du monarque vis-à-vis de ses sujets, si le sujet se rend compte que le monarque n'est monarque que parce que le sujet le veut bien, c'est la thèse de la Boétie, est totalement valable aujourd'hui. Notre cher Macron et tout l'aéropage qu'il y a autour de eux, si vraiment on se décidait à se soulever, si vraiment on décidait de dire ça suffit, il tomberait tout seul. Sans forcément de violence. Oui, un peu sur le modèle des Gandhi de résistance passive, enfin résistance non violente, où on dit juste non, je ne ferai pas ce que tu me dis. On n'a pas à le dire en tapant, on ne le fait juste pas. Et s'il y a un nombre important de personnes. Tout à fait. Et ce qui est phénoménal, c'est que cette logique-là est extrêmement simple. Elle est quelque part universelle. La Boétie l'a identifiée. On le sait depuis 400 ans et on l'a tous oublié. Bon, et la discussion qu'on vient de voir en vidéo montre à quel point même un personnage comme celui-ci l'a oublié aussi, puisqu'il se trompe de cible. Il lit parfaitement. C'est remarquable. Il lit parfaitement la Boétie. Il a juste oublié que ça parle d'un tyran et qu'aujourd'hui le tyran c'est l'État. Ouais. Et pas Didier Raoult. Bon, très bien. Donc j'invite tout le monde à lire Discours de la servitude volontaire de la Boétie. Un éclairage intéressant. Je pense qu'on essaiera de trouver un lien, mais c'est un texte que vous trouvez facilement. Oui, je mettrai le lien en description. Très bien. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.